maître. Madame Gelon, je tenais à vous remercier pour l'organisation de ces journées. Vous êtes un... J'espère que ce n'est pas encore décanté ici. En tout cas, merci beaucoup. C'est des journées magnifiques. Je voudrais un petit mot pour Monsieur Ben Saïd, à qui on pense très fort. J'espère qu'il sera avec nous très bientôt. Donc, Madame Gelon m'a demandé de traiter le côté thrombose des abords vasculaires, traitement endovasculaire des thromboses vasculaires. Je dois dire que c'est pas vraiment ma pratique quotidienne, donc j'ai beaucoup appris en faisant cette présentation. On sait tous que la thrombose apparaît très souvent sur un terrain de sténose qui est sous-jacente et qui n'a pas été détecté. Il y a dans 10% des cas aussi des cas d'hypovolémie par déshydratation, des patients qui sont anesthésiés, une hypercoagulabilité, une compression manuelle post-ponction ou une compression par un hématome. Alors, les thromboses sont plus fréquentes sur les prothèses que sur les fistules. Et puis, on peut, selon des études récentes, désobstruer jusqu'à 1 mois. Une étude récente de l'université de Cleveland a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre une désobstruction en 2 jours et 1 mois. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 1 mois, mais enfin, c'est pas parce qu'on a une obstruction qui est tardive qu'il ne faut pas tenter de la désobstruer. La National Kidney Foundation recommande, elle, une intervention entre 24 et 48 heures pour de meilleurs résultats et pour éviter le recours à des cathéters de dialyse. Alors, historiquement, quand on avait une thrombose de fistule, eh ben, on l'a laissé tomber, on créait une autre. Depuis l'avènement de nouvelles technologies, sonde de Fogarty, et puis actuellement, il existe de la thrombolyse et puis une thrombectomie mécanique. Alors, la thrombectomie des faves est plus, on va dire, délicate que celle de prothèse parce que, comme on peut l'imaginer, la paroi veineuse est plus fragile, donc il y a un risque de rupture plus important. L'anatomie est plus complexe puisqu'il y a des tortuosités, des sinuosités. L'angle d'anastomose est plus aigu, donc plus difficile à cathétériser. Et puis, il y a la possibilité de survenue d'anévrisme veineux qui existe moins sur les prothèses. Alors, le traitement endovasculaire présente évidemment des contre-indications absolues, puisque si on a une infection ou une cellulite, il ne faut pas le faire. Si on a des anévrismes avec une nécrose du site de ponction, il ne faut pas le faire parce qu'il y a un grand risque de rupture. Et des contre-indications relatives qui peuvent être gérées ou avec la chirurgie au cas par cas. Donc, les méthodes sont la thrombolyse pharmacomécanique, la thrombectomie, les angioplasties par ballon qui ont déjà été discutées par mon maître, M. Mesnaoui. Alors, la thromboaspiration manuelle nécessite des seringues, l'introduction d'un cathéter et avec une aspiration manuelle lente pour pouvoir aspirer le thrombus. On associe souvent ça avec la thrombolyse. Qui utilise essentiellement l'activateur tissulaire de plasminogène. Il peut y avoir des accidents hémorragiques majeurs, donc il faut bien respecter les contre-indications de la thrombolyse que nous connaissons tous. Alors pour pallier aux nombreuses contre-indications à la thrombolyse, on a eu recours aussi à la thrombectomie mécanique. Ici, c'est un dispositif qui agit c'est un panier qui agit par mécanisme rotationnel avec une rotation à 3000 tours par minute et dont le but est de fragmenter le caillot. Et donc, il y a une augmentation de contact entre la fibrolyse naturelle et le caillot et on peut l'aspirer plus facilement. Alors, le problème, c'est qu'il y a effectivement un risque sur la paroi veineuse, donc faire ça de manière douce. Un autre type de thrombectomie mécanique, c'est par un mécanisme une injection d'une solution saline à très forte pression pour aussi fragmenter le caillot et pouvoir l'aspirer par un effet Venturi par le cathéter même.
Et il y a un risque de surcharge hydrosodée chez des patients qui sont déjà fragiles et dialysés. Alors, ça n'est pas dénué de complications, puisqu'on peut avoir une embolie pulmonaire, ça reste rare. On peut avoir des embolies artérielles et puis des ruptures de veines qu'on peut traiter, comme nous a montré M. Mesnaoui tout à l'heure, par une compression, par un ballon d'angioplastie à basse pression. Alors, c'est une étude qui concerne une différence entre les deux méthodes, la thrombectomie, la thrombectomie par mécanisme rotationnel et la thrombectomie par le mécanisme hydrique. Alors, sur le rotationnel, il y a un meilleur résultat à court terme, il y a moins de complications, il y a un meilleur taux de réussite, mais à long terme, les résultats se valent. Alors, les résultats à long terme, justement, ils dépendent des sténoses sous-jacentes qui peuvent entraîner d'autres thromboses itératives. L'angioplastie elle-même peut entraîner une hyperplasie myointimale, donc on reste dans un cercle vicieux. Les patients diabétiques sont sujets à avoir plus de complications de leur fistule, et donc il est nécessaire de faire une surveillance très rapprochée. Alors, la National Kidney Foundation a fait des guidelines où il ne faut pas traiter des nouvelles fistules. Les fistules au niveau du bras, on a des résultats qui sont moindres qu'au niveau de l'avant-bras. Les sténoses multiples, les occlusions, on a de mauvais résultats par rapport à la thrombectomie. Un mot sur le traitement médical. Ça, c'est une revue de littérature sur 19 études randomisées qui a montré l'intérêt des antiagrégants plaquettaires sans risque accru de saignement. Et je vous remercie.